On rencontre couramment deux définitions du PGCD de deux entiers A et B. On va donner ces deux définitions et montrer qu'elles sont équivalentes. D'abord une notation, la notation divise, qui utilise la barre verticale. Plus précisément, donc quels que soient les entiers D et X, j'écrirai que D divise X avec une barre verticale pour dire que par définition X est un multiple de D, autrement dit qu'il existe un entier Q tel que X soit égal à DQ. Par exemple, 10 divise 2030, mais 30 ne divise pas 2030. On passe à la première définition, celle du mot à mot dans l'expression plus grand commun diviseur. Je vais me donner des entiers naturels A et B, ainsi qu'un entier naturel grand D. Et je dirais que le PGCD de A et B, donc au sens de la première définition, donc je vais mettre un indice 1, eh bien qu'il est égal à D si et seulement si les deux conditions sont satisfaites. D'une part, D est un diviseur commun de A et de B. Et deuxième condition, c'est que D est le plus grand commun diviseur. Donc ça veut dire que si delta est un entier naturel, que delta divise simultanément A et B. Alors ça entraîne que delta va être inférieur ou égal à D. Donc prenons un exemple avec A égale 18 et B égale 24. Donc je vais lister les diviseurs de 18 ici. Donc il y a 1 et puis je vais écrire le quotient en même temps, donc ça fait 18. Après je passe à 2, ça fait 9, 3, ça fait 6, puis après c'est pas la peine, ça va s'inverser. Et donc ça veut dire que j'ai la liste complète des diviseurs de 18. Et maintenant, je commence par le plus grand, et je poursuis jusqu'à ce que je trouve un diviseur de 24. Donc 18 n'est pas un diviseur de 24, 9 non plus, tandis que 6, oui. Donc ça veut dire que le PGCD de A et de B est égal donc à 6, donc qui correspond à D dans la notation de la définition. On passe maintenant à la deuxième définition, elle ressemble à la première, avec donc les mêmes hypothèses que A et B sont des entiers naturels, que petit d est un entier naturel. Je vais dire que le PGCD de A et de B, au sens de la deuxième définition, c'est l'entier D, si et seulement si les deux conditions suivantes sont satisfaites. Premièrement, petit d est un diviseur commun de A et de B. Et deuxième condition, chaque fois que je prends un diviseur commun de A et de B, donc delta entier naturel divisant A et B, eh bien la condition sur delta, c'est non pas que delta soit plus petit que D, mais en fait quelque chose de plus fort, que delta divise petit d. Alors il se trouve que ces deux définitions définissent le même PGCD et c'est ce qu'on va montrer ultérieurement. Passons à un exemple. Je vais reprendre donc A égale 18 et B égale 24 et je vais représenter les diviseurs de 18 et de 24 au sens de la relation d'ordre divise dans l'ensemble des entiers naturels. Donc je vais commencer par lister les diviseurs de 18 et 24. Alors 18 on l'avait déjà fait. Donc il y a 18, 1, il y avait 9, 2, et puis il y avait 6, 3. Et pour 24, donc je commence par 1, et puis le quotient ça fait 24, je continue avec 2, ça fait 12 le quotient, ensuite 3 ça fait 8, 4 ça fait 6, 5, et puis après 6 ça va s'inverser, donc j'ai la liste complète. Donc je vais représenter les diviseurs. Ils vont former un treillis. Je vais commencer par les plus petits, donc 1 divise tout le monde. Ensuite, je vais donc d'abord faire peut-être les diviseurs de 18. Donc je vais avoir, disons, 2 ici, qui correspondent donc à lui. Et puis, il va y avoir 3. Ensuite, je passe au suivant, c'est-à-dire 6. Alors 6, il va être au-dessus de 3 et au-dessus de 2, puisque 3 divise 6 et 2 divise 6. Donc je vais placer, disons, 6
ici, voilà. Et puis je continue avec 9. Alors 9, il n'est pas divisible par 6, par contre il est divisible par 3, donc je vais le placer, disons, ici. Et puis je vais relier 9 à 3, puisque 3 divise 9. Et puis il ne me reste plus que 18 à écrire, donc 18 c'est un multiple de 9, donc je le relie, c'est un multiple de 6, donc je le relie. Donc là j'ai le treillis des diviseurs de 18. Je place maintenant les diviseurs de 24, donc 1, 2 et 3 sont placés. 4 n'est pas placé, donc 4 c'est un multiple de 2, donc je vais le placer et le relier à 2. Ensuite, je suis ici, je continue avec 6 qui a déjà été écrit. 8 est un multiple de 4, donc je vais placer 8, disons, ici, relié à 4. Et puis 12, alors 12 c'est un multiple de 6 et c'est un multiple de 4, donc je vais, disons, le placer ici. Et je vais relier donc 12 à 6 et 4. Je suis ici, et il ne me reste plus que 24 à placer, donc 24 est un multiple de 12, c'est un multiple de 8, donc je le place au-dessus, et je relie 24 à 12 et 8. Et puis en couleur, je vais placer les diviseurs communs. Donc les diviseurs communs, ben, je les vois bien, ils sont donc ici, là, ici et là. Et donc, si je regarde ces 4 diviseurs communs, eh bien, je vois qu'il y en a un qui est au-dessus, entre guillemets, des autres. C'est-à-dire que j'en ai un qui est relié à tous les autres. 6 est relié à 3, puisqu'il y a un trait entre 3 et 6, mais 6 est relié à 1 par l'intermédiaire de 3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet élément, il est divisible par tous les autres éléments en bleu. Et c'est exactement ce que dit la deuxième condition de la définition. Donc le PGCD de A et de B au sens de la deuxième définition, eh bien c'est encore 6. Faisons quelques remarques sur chacune des définitions. Donc sur la définition 1, déjà il y a un point qu'on peut signaler, c'est que si x est un entier naturel non nul, à ce moment-là, les diviseurs de x, si delta divise x en étant positif, disons, eh bien forcément delta appartient à l'ensemble de 1, etc. jusqu'à x. Donc cet ensemble est fini. On pourra noter au passage que 1 divise toujours n'importe quel entier naturel. Toujours est-il qu'il résulte de ce qui précède que si le couple AB n'est pas le couple 0,0, eh bien à ce moment-là, le PGCD de A et de B au sens premier, de la première définition, eh bien cet objet donc existe parce que c'est le plus grand élément d'un ensemble fini et non vide. Autre remarque simple, le PGCD de 0 et de B au sens de la première définition, eh bien c'est B. Pourquoi? Parce que B est un diviseur commun de 0 et de B, et évidemment tout diviseur commun de 0 et de B va diviser B. Donc ça suppose que B est différent de 0. Et puis dernier point, le PGCD de A et de B est toujours non nul, parce que 1 est un diviseur commun de A et de B, donc le PGCD est forcément supérieur ou égal à 1. Maintenant, quelques remarques sur la définition du PGCD au sens de la deuxième définition. Il n'est pas totalement immédiat que le PGCD de A et de B au sens de la définition 2, que ce PGCD existe. Maintenant, supposons que le PGCD de A et de B au sens de la deuxième définition existe. Alors D est unique. Donc pourquoi? Supposons qu'il existe un deuxième PGCD de A et de B au sens de la deuxième définition. Alors, comme D' est un PGCD de A et de B, ça veut dire que D' est un diviseur commun de A et de B, et donc d'après le deuxième point de la deuxième définition,
Appliqué à petit d, j'en déduis donc que d' divise d. Et puis, par symétrie des rôles entre d et d', j'en déduis de même que d divise d'. Donc d et d' se divisent mutuellement, donc ça veut dire que je peux écrire que d' est égal à alpha d, et puis que d est égal à bêta d', donc alpha et bêta sont des entiers naturels. Donc en remplaçant dans la deuxième égalité d' par sa valeur, j'obtiens que d est égal à bêta multiplié par alpha d, et de cela je déduis que alpha bêta est égal à 1, ou alors que d est égal à 0. Et puis de même avec d', j'obtiens que alpha bêta est égal à 1 ou d' est égal à 0. Donc si le produit alpha bêta est différent de 1, eh ben forcément ça veut dire donc ici et là que d et d' sont égaux tous les deux à 0. Et si alpha bêta est égal à 1, alors comme alpha et bêta sont des entiers naturels, ça entraîne que j'ai pas le choix, c'est qu'en fait le produit c'est 1 multiplié par 1, donc alpha est égal à bêta est égal à 1, et par conséquent en remplaçant plus haut ici, eh bien j'obtiens donc que d' est égal à alpha d, c'est-à-dire puisque alpha est égal à 1, d' est égal à d. Et donc, comme annoncé, il y a bien unicité du PGCD au sens de la deuxième définition, en tous les cas si le PGCD existe. Maintenant, on va montrer que si petit d est le PGCD de A et de B au sens de la deuxième définition, alors forcément petit d c'est le PGCD de A et de B au sens de la première définition. Donc je vais supposer que le couple AB est différent du couple 0,0, ce qui va me garantir l'existence du PGCD au sens de la définition 1. Et je vais appeler donc justement ce PGCD au sens de la première définition, je vais l'appeler grand D. Alors, par définition, D, enfin D majuscule, est un diviseur commun de A et de B. Donc j'en déduis, d'après la définition de le deuxième point appliqué donc à petit d, eh bien j'en déduis que grand D divise petit d. Et de ça, je peux déduire, si d est différent de 0, eh bien que grand D est inférieur ou égal à petit d. Pourquoi ? Parce que si j'ai grand D qui divise petit d, ça veut dire que petit d s'écrit grand D multiplié par un certain entier naturel k. Et si petit d est différent de 0, ben, ça entraîne que k est différent de 0, et comme c'est un entier, c'est qu'il est supérieur ou égal à 1. Donc j'en déduis que dk est supérieur ou égal à grand D. Ici tout est positif. Autrement dit, je lis que grand D est inférieur ou égal à petit d, comme c'était annoncé ici. Il reste à montrer que d est différent de 0. Eh bien, si d était égal à 0, eh bien, d est un diviseur commun de A et de B, donc j'ai d qui est égal à 0 qui divise A, et par conséquent, ça veut dire que A est égal à 0 multiplié par un entier, donc ça entraîne que A est égal à 0, et puis pour la même raison, j'ai B qui est égal à 0, or j'avais annoncé que le couple AB était différent du couple 0,0. Donc effectivement, D égale 0 est absurde, et il est vrai que D est différent de 0, en sorte que grand D est inférieur ou égal à petit d. Mais en même temps, par définition du PGCD au sens de la deuxième définition, ce PGCD est un diviseur commun de A et de B. Donc, si j'applique la définition 1, le deuxième point, grand D est le plus grand diviseur commun au sens de l'ordre usuel. Donc ça veut dire que ce diviseur commun, il est plus petit. Donc ça veut dire que D est inférieur ou égal à grand D.
Et lorsque je confronte donc le point 1 que j'ai obtenu tout à l'heure et le point 2, eh bien j'en déduis que petit d est égal à grand D, et c'est bien ce qui avait été annoncé. Nous allons maintenant montrer l'autre sens, à savoir que le PGCD au sens 1 est PGCD au sens 2. Donc je vais reprendre en la détaillant une preuve qui est donnée par Daniel Perrin dans une note disponible sur son site web, et je mettrai le lien en description. Donc je me donne deux entiers naturels A et B non simultanément nuls, et je peux donc considérer grand D le PGCD de A et de B au sens de la première définition. Et ce que je veux prouver, c'est que en fait D, c'est le PGCD de A et de B au sens, cette fois, de la deuxième définition. Donc pour ça, et si je me réfère à la définition du PGCD au sens de la deuxième définition, je dois établir deux points, à savoir, d'une part, que grand D est un diviseur commun de A et de B, et d'autre part, que chaque fois que je considère un entier naturel delta qui est diviseur commun de A et de B, eh bien ce delta doit diviser le prétendu PGCD, à savoir grand D. Donc cette assertion, je vais avoir à la réutiliser par la suite, et je la noterai donc propriété P de AB. Alors le point 1, il est acquis, parce que par définition du PGCD au sens de la première définition, D est un diviseur commun de A et de B. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième assertion à prouver, et je vais d'abord écarter le cas où A ou B serait nul. Donc supposons par exemple que A soit égal à 0 et que B soit différent de 0. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le PGCD au sens de la définition 1 de A et de B. Donc c'est le PGCD de 0 et de B au sens de la définition 1. Et ça, on avait vu précédemment que c'était égal à B. Et maintenant, donc, pour voir si 2 est satisfait, je me donne donc delta un entier naturel. Je suppose que delta est un diviseur commun de A et de B, donc A c'est 0, donc n'importe quel entier delta est un diviseur de 0, et je suppose donc que delta divise B, et qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois démontrer que delta divise le PGCD, mais ce PGCD vaut B, et donc par hypothèse, eh bien, j'en déduis effectivement que delta divise le PGCD puisque c'est B. Donc le deuxième point est prouvé dans ce cas, et puis c'est analogue si j'inverse les rôles de A et de B, c'est-à-dire si A est différent de 0 et B égale 0. Donc désormais, on va supposer que A et B sont strictement positifs. J'ai rappelé donc la proposition qu'il faut établir, P de AB. Le principe du raisonnement qu'on va mener est le suivant. On va supposer que l'assertion ici est fausse. Et à ce moment-là, on va prendre un contre-exemple, non pas AB, mais un contre-exemple A0B. Donc ça va être un contre-exemple avec A0 qui va être minimal. Et une fois ce A0 choisi, on va choisir B0 tel que A0, B0 soit un contre-exemple donc minimal, il sera minimal dans l'ordre lexicographique. Et ensuite on va montrer que A0 est compris entre 0 et B0, et puis on va établir que le PGCD de A0 et de B0, eh bien, que c'est égal au PGCD de A0 et de B0 moins A0. Et ça va poser un problème parce que B0 moins A0 va être strictement plus petit que B0, et ça va venir contredire le caractère minimal du contre-exemple.
Donc je comprends que ça puisse ne pas être très clair résumé ainsi, et donc je vais détailler le raisonnement. J'ai réécrit l'assertion qu'on suppose être fausse, hein, l'assertion P de AB, et je vais donc introduire l'ensemble C suivant, donc c'est l'ensemble des couples qui sont des contre-exemples. Donc c'est l'ensemble des XY appartenant donc à n étoile croix n étoile, tel que l'assertion P de XY soit fausse. Alors ce que je sais, c'est que C n'est pas vide, car par hypothèse, donc puisqu'on a supposé que PAB était fausse, le couple AB appartient à C. Maintenant, je vais introduire l'ensemble des premières composantes, donc l'ensemble des X appartenant à n étoiles, pour lesquels il existe un Y dans n étoiles, tel que l'assertion P de XY soit fausse. Donc, petit a appartient à cet ensemble, donc cet ensemble n'est pas vide, c'est un ensemble d'entiers naturels, et il va donc admettre un plus petit élément auquel je vais donner un nom, je vais l'appeler A0. Et de là, je vais définir B0 qui va être la plus petite des deuxièmes composantes. Plus précisément, je vais considérer l'ensemble des Y entiers naturels non nuls, tels que l'assertion P de A0Y soit fausse. Et je vais prendre le plus petit des éléments de cet ensemble et je vais l'appeler B0. Donc je vais disposer d'un contre-exemple A0 B0, donc c'est un contre-exemple et qui est minimal plus précisément au sens lexicographique. Alors forcément, je vais avoir A0 qui est inférieur ou égal à B0. Ça résulte de la symétrie de l'assertion P de AB. Hein. Il y a symétrie, si j'échange les rôles de A et B, eh bien l'assertion reste vraie. En effet, si j'avais B0 qui était strictement inférieur à A0, j'aurais l'assertion P de B0 A0 qui serait fausse, puisqu'équivalente à P de A0 B0. Et ça, c'est pas possible, puisque A0 est censé être la première composante minimale. Donc ceci est faux, et par conséquent, c'est que j'ai A0 qui est inférieur ou égal à B0. Alors, qu'est-ce qui se passe si on avait A0 qui était égal à B0? Donc, je vais m'intéresser au PGCD au sens de la première définition de A0 et de B0. Donc, comme A0 est égal à B0, ben, ce PGCD, il vaut A0. Et donc, si je considère un diviseur commun delta de A0 et de B0, donc B0 est égal à A0, donc en fait ça veut juste dire que delta est un diviseur de A0. La question que je me pose, c'est de savoir si delta divise le PGCD au sens 1 de A0 et de B0, mais on vient de voir qu'il valait A0, et justement notre hypothèse nous dit que delta est un diviseur de A0. Donc ça veut dire que l'assertion P de A0, B0 serait vrai. Et ça, c'est absurde, puisque j'ai supposé que A0, B0 était un contre-exemple. Donc, de tout cela, je déduis que A0 est forcément différent de B0, et par conséquent, j'en déduis que A0 est strictement inférieur à B0. Maintenant, on va démontrer un résultat classique, à savoir que le PGCD de A0 et de B0, donc au sens de la première définition, eh bien c'est le PGCD de A0 et de B0 moins A0. Donc ça c'est très facile à prouver. En fait, il suffit de démontrer que l'ensemble des diviseurs communs de A0 et de B0 est le même que l'ensemble des diviseurs communs de A0 et de B0 moins A0. Donc si ces ensembles de diviseurs communs sont identiques, évidemment, le plus grand sera le même, d'où égalité des PGCD. Donc démontrons qu'il y a égalité des diviseurs communs. Supposons que delta soit un diviseur commun de A0 et de B0.
alors à ce moment-là, bon, il est clair que delta divise A0, c'est dans l'hypothèse, et puis delta va diviser B0 moins A0 parce que c'est par linéarité, puisque delta divise A0 et B0, il va diviser n'importe quelle combinaison linéaire de A0 et de B0. Et puis inversement, si delta divise donc A0 et B0 moins A0, donc les deux éléments qui sont ici, et bien par le même raisonnement, donc je vois que delta divise encore A0, et puis B0, je l'obtiens comme combinaison linéaire de lui et de lui, plus précisément en faisant A0 plus B0 moins A0, et donc évidemment comme lui et lui, les deux termes sont divisibles par delta, il en est de même de B0, et c'est bien ce qu'il fallait démontrer. Donc on a établi que les PGCD étaient les mêmes. Maintenant, traduisons dans le détail que l'assertion P de A0, B0 est fausse, à savoir que A0, B0 est un contre-exemple. Qu'est-ce que ça veut dire par définition de l'assertion? Eh bien, ça veut dire qu'il existe un certain delta 0 entier naturel, tel que delta 0 divise, soit un diviseur commun de A0 et de B0, et que ce delta 0 ne divise pas le PGCD au sens de la première définition de A0 et de B0. Or, d'après ce qu'on a vu précédemment, les diviseurs communs de A0 et B0 sont exactement les diviseurs communs de A0 et B0 moins A0. Donc ça veut dire que delta 0, qui par hypothèse divise A0 et B0, donc delta 0 va diviser A0 et puis B0 moins A0. Et delta 0, par hypothèse, c'est écrit ici, ne divise pas le PGCD au sens de la première définition de A0 et de B0, mais on a vu que ce PGCD était aussi égal au PGCD de A0 et de B0 moins A0. Qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, si on regarde ces deux points, on en déduit que le couple A0 et B0 moins A0 est un contre-exemple. Or, ça pose un problème parce que B0 moins A0 est strictement inférieur à B0 et il est strictement positif. Donc ceci contredit le caractère minimal de B0. D'où la contradiction cherchée et la preuve que l'assertion PAB est vraie. Donc si cette preuve vous paraît trop compliquée ou trop inhabituelle, on peut aussi, d'une certaine façon, l'adapter pour raisonner par récurrence, plus précisément de la manière suivante. Donc je vais définir l'assertion P de n, donc je reprends la même lettre P, mais ça n'a pas de rapport, qui dit la chose suivante: quel que soit delta entier naturel, quel que soit petit m entier naturel, si delta est un diviseur commun de n et de m, alors delta divise le PGCD, donc au sens de la première définition, de n et de m. Donc on va supposer que n appartient à n, on va démontrer l'assertion par récurrence sur n, et je vais faire la convention que le PGCD au sens 1 de la définition 1 de 0 et de 0, eh bien que c'est égal à 0. Donc on regarde l'initialisation. Donc on veut établir que l'assertion P de 0 est vraie. Donc je regarde la conclusion, ça veut dire que delta donc, doit diviser le PGCD au sens de la première définition de 0 et de m. Et ça, ça vaut toujours m, y compris si m égale 0, d'après la convention qui a été faite ici. Or, je vais supposer que j'ai delta et m avec delta qui divise n et m, donc n c'est 0, donc delta évidemment divise toujours 0, ça n'apporte pas d'information, et on sait que delta divise m,
Et donc, on en déduit, puisque le PGCD est égal à m, que delta divise le PGCD, et c'est bien cela qu'il fallait établir. On passe à l'hérédité, donc je vais me donner un entier naturel n non nul, et je vais raisonner par récurrence forte. Plus précisément, je vais supposer que l'assertion P de k est vraie pour tous les entiers k entre 0 et n-1. Je vais me donner donc un m appartenant à n, je vais me donner delta, un entier naturel, et je vais supposer que delta est un diviseur commun de n et de m. Et je souhaite établir que delta est un diviseur donc, du PGCD de n et de m. Donc je vais faire deux cas en fait, selon la position de m par rapport à n. Donc, premier cas, je vais supposer que m est strictement inférieur à n. Alors il faut voir que notre assertion P de n, elle a une symétrie en n et m. Si j'échange les rôles de n et de m ici, et là, l'assertion en fait ne bouge pas. Donc si m est strictement inférieur à n, comme P de m est vrai par hypothèse de récurrence, eh bien, donc en échangeant les rôles de m et n, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, j'en déduis que delta, le diviseur commun ici, est un diviseur du PGCD de n et de m. Donc le deuxième cas, ça va être la négation du précédent, c'est-à-dire que m est supérieur ou égal à n. Alors, pour essayer de pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence, je vais faire la division euclidienne du plus grand par le plus petit. Donc, je vais faire la division m est égal à nq plus r. Donc, r, c'est le reste, il va être compris, il va être supérieur ou égal à 0, et il va être strictement inférieur à n. Donc l'idée, c'est que je vais essayer de faire intervenir le fait que l'assertion P de R est vraie. Alors, par ailleurs, il est bien connu que le PGCD de M et de N, c'est le PGCD de N et de R. Pourquoi? Eh bien, en fait, tout simplement, c'est parce que l'ensemble des diviseurs communs de M et de N, c'est exactement l'ensemble des diviseurs communs de n et de r. C'est la même démonstration que plus haut. Maintenant, prenons un entier delta qui va diviser m et n. D'après ce qu'on vient de signaler, delta va diviser donc n et r, que je vais écrire dans cet ordre. R d'abord, n ensuite. Maintenant, comme on l'avait suggéré tout à l'heure, R est strictement inférieur à n, il est positif. Donc, j'en déduis du fait que, par hypothèse de récurrence, l'assertion P de R est vraie, eh bien, j'en déduis donc que le PGCD, au sens de la première définition, de R et de n, est divisible par delta. Or, à l'instant, on vient de voir que c'est écrit ici que ce PGCD était égal au PGCD de m et de n. Donc si on regarde le début et la fin, on voit qu'on a prouvé donc l'assertion P de m qui est donc vraie. Et donc ceci termine le traitement du deuxième cas et termine la récurrence, en sorte que donc l'assertion P de n est vraie, quel que soit n appartenant à n.